traiter du thème du défi de la coopération pour imaginer des futurs désirables. Alors, il ne vous aura peut-être pas échappé que la raison d'être de l'association Innovacteur, c'est d'innover collectivement pour une innovation désirable. Et que dans agir collectivement et innover collectivement, il y a bien évidemment l'enjeu de la coopération. Et évidemment, il y a un certain nombre de défis qui se présentent à nous, et notamment ceux liés au vivant, et qui nous obligent évidemment à tenir compte de ce contexte-là. Le parti pris est qu'effectivement, les organisations, les entreprises vont être mobilisées et auront un rôle essentiel à jouer dans cette bascule, dans cette démarche d'innovation. Et plutôt que de parler de transition de modèle, on va plutôt s'attacher à porter la question sur deux angles, les hommes et les femmes qui composent des organisations et les organisations et les systèmes même des organisations pour adresser ces questions de coopération et des défis qui sont face à nous. Donc on va prendre deux prismes, un prisme au travers des collaborateurs des salariés et un prisme au travers des salariés, des organisations. Je vous présente peut-être rapidement nos quatre invités. Fabienne, en démarrant à côté de moi, Fabienne Ravassar, donc tu es vice-présidente de l'association, mais tu es également dirigeante de ta société sur le conseil en communication interne et les dynamiques collectives. Et également, vous avez peut-être vu, co-autrice du livre sur impliquer vraiment les salariés. On parlera évidemment de ce sujet. Martin, tu es le président de Bluenov et je sais que tu es engagé dans l'écoute à grande échelle des parties prenantes notamment. Fanny, merci d'être avec nous. Fanny, tu es chercheur en anthropologie, directeur et titulaire de la chaire Managia sur l'intelligence artificielle générative, enseignante à Strat Design et directeur de recherche et de l'innovation chez Polaria. Ton regard, évidemment, sur l'anthropologie nous intéressera également. Et enfin, Catherine, merci d'être avec nous. Tu es cofondatrice de Columbus et administratrice de LCL. Et je sais que tu as une grande expertise dans l'accompagnement des transformations dans les grandes organisations et toute la complexité et la sociologie qui va avec. Ton regard nous sera précieux. Alors, on va peut-être prendre le premier, et on va fonctionner en binôme, puisqu'on va traiter deux thèmes, l'angle salarié, avec Fabienne et Martin. Et donc, concernant cette question, Fabienne, peut-être une question pour toi. Comment est-ce qu'on finalement arrive, et quelle est l'importance de mobiliser les collaborateurs sur l'ensemble des organisations et des métiers face aux défis pour coopérer de manière plus efficace? Tu veux pas venir t'asseoir avec nous? Oui, je peux. Ça sera... Je n'ai pas envie d'avoir un torticolis ce soir et puis tu dois être fatigué, tu as besoin de t'asseoir. Ouais. Merci. En fait, la question de la coopération des collaborateurs, moi, je la prends par la... Il y a un point qu'on a tendance un petit peu à zapper, en particulier dans ces mondes complexes VUCA, qui fait qu'au niveau d'une entreprise, d'une équipe de direction, des managers que vous êtes des entreprises, on a tellement de problèmes à régler, on a tellement d'incertitudes qui nous tombent dessus, qu'on fait un peu au plus vite. Et que coopérer, on va le faire avec les gens qu'on a autour de soi. Ça veut dire avec les gens du siège. Et quand on pose la question de coopérer, la question qui m'intéresse et qui nous intéresse avec Gaël, qui avons écrit le livre Impliquer vraiment les salariés, c'est coopérer avec qui? Et la question du qui, on a tendance un peu à l'oublier. Pour nous, une entreprise, et ce matin, je crois que c'est Olivier Fronti qui le disait, c'est d'abord des femmes et des hommes qui font le travail. C'est les opérationnels, c'est les canalisateurs, c'est les opérateurs, c'est les ouvriers. Et nous, on pense que zapper le fait... Enfin, on prend un risque, en tout cas, qui est celui de fracturer l'entreprise à long terme en faisant de la coopération et de la collaboration de manière sincère et authentique, et avec tous les moyens qu'on y met et qui sont proposés aujourd'hui, mais que dans l'entre-soi, des concepteurs et des gens qui sont dans le travail prescrit et pas dans le travail réel. Voilà, pour prendre un point qui concerne le point des sociologues, des organisations. Donc la première question, c'est avec qui on veut coopérer. Pour moi, c'est très important. D'accord. Et par rapport à ton expérience sur justement la coopération entre le siège et le travail réel de manière
sur le terrain. Quelles sont les conditions pour faciliter cette coopération? Alors après, le sujet, c'est OK, donc on se pose la question de est-ce qu'on prend le risque? Et quel risque on prendrait à ne pas, pour reprendre aussi un sujet de ce matin, à ne pas proposer des dispositifs d'innovation participative, de la réflexion, de la co-construction de projets, aussi avec les gens qui demain devront mettre en œuvre les transformations qu'on imagine au siège. Et là, il faut avoir envie de coopérer, parce que qu'on soit au siège ou sur le terrain, c'est une question d'envie, de motivation. Et alors là, nous, on n'est pas chercheurs, voilà, on fait avec ce qu'on a, on essaie de comprendre les choses, et on s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien, qui est de raisonner sur les motivations intrinsèques. C'est-à-dire quel que soit le métier qu'on fait, en tant qu'être humain, on a plutôt soit envie de comprendre, soit envie d'aimer, d'être en relation, soit envie d'agir, de faire des choses, et permettre la coopération, quel que soit des sièges et du terrain, ou que des gens du terrain, ou que des gens du siège, à partir du moment où on fait cet effort de raisonner sur non pas sa seule propre envie de coopérer, et sur sa seule motivation à coopérer, mais en raisonnant en travaillant sur les trois spectres à la fois, on a plus de chances de faire en sorte qu'un maximum de gens, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur histoire dans l'entreprise, aient envie de coopérer ensemble, parce que pour certains, ils comprennent, pour d'autres, ils sont en relation, et pour d'autres encore, on leur donne un terrain sur lequel ils peuvent agir. Donc la tête, le cœur et l'action. Tête, cœur, jambes. Voilà, est-ce que tu as un exemple que tu as pu... Je peux donner un exemple, en tout cas plutôt à contrario, et qui a été pour moi un moment un peu marquant dans mon activité de conseil. Dans une usine, je me retrouve à chercher les motivations pour améliorer la communication à l'intérieur de l'usine des personnes qui y travaillaient. Et un ouvrier me dit, moi je fais des vannes comme ci, comme ça, je fais 3 vannes de cette catégorie-là une semaine, et puis après on me dit il faut changer. Je dis mais est-ce que vous savez pourquoi il faut changer de type de vanne à fabriquer? Il me dit non. Oh là là, alors je note sur mon carnet frénétiquement, ouais, ça y est, le pauvre, il sait pas pourquoi il construit la cathédrale, c'est pas étonnant qu'il soit pas motivé dans cette usine. Et puis quand même, il me dit, parce que moi, ce qui compte, c'est pas de savoir ce que c'est de le faire bien, mon travail, et de le faire avec une équipe avec laquelle je m'entends bien. Et c'est ça qui me fait lever le matin. Et donc là, j'ai compris que tout le monde n'a pas envie de bâtir une cathédrale. Voilà. Et que en tant que concepteur, en tant qu'inventeur de la transformation, metteur en musique de ces transformations-là dont on a beaucoup parlé, attention à nos propres biais. Alors je le dis avec des mots qui sont certainement pas les bons au plan scientifique, et pardon pour ça, mais faire l'effort de prendre les regards, les lunettes des autres, et se dire qu'il y a peut-être des gens qui ont d'abord besoin de se sentir bien avant de démarrer un projet, que d'autres ont besoin de faire des trucs, et puis que d'autres ont besoin de comprendre l'histoire. Eh bien, ça nous pousse à nous sortir de nos propres façons de raisonner la transformation, et ça donne plus de chances d'avoir plus de monde qui viendra coopérer à vos côtés. Voilà, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaie d'avancer avec Gaël. Merci. Et donc, du coup, intégrer l'ensemble des parties prenantes. On a vu ce matin, Martin, qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes qui existent, qui sont là. Est-ce que c'est vraiment faisable, et comment on arrive justement à mobiliser l'ensemble des parties prenantes? Déjà, je voulais faire un point avec le côté, du titre de la conférence, du thème qui était autour de l'incertitude, de la complexité. Et on sort d'un atelier passionnant, vous l'avez sans doute vécu aussi, sur le fonctionnement du cerveau, les biais cognitifs, et à quel point on continue de découvrir et se surprendre à quel point notre cerveau réagit bizarrement. Moi, j'ai envie de penser aux managers dans l'entreprise. Et j'ai aussi envie de respecter toutes les parties prenantes dans l'idée qu'elles comprennent qu'on est dans un monde incertain. Et que si j'ai ce parti pris, je me dis qu'elles comprennent que les managers, les directeurs, les instances de direction, elles sont dans un moment, et qui n'est pas fait pour s'arrêter, où on va se poser de plus en plus de questions. On va avoir de plus en plus de doutes, et pour longtemps. Et donc, une fois qu'on fait ce constat, je suis plutôt intrigué, je vous partage mon questionnement à moi, finalement de l'idée de dire,
C'est sans doute, on a été programmé, sans doute par notre éducation, nos écoles de management, à un peu comme ça, décider tout seul, montrer qu'on s'est décidé tout seul. Ça m'interroge sur un peu l'aspect contre-intuitif du comportement du manager ou du décideur qui va lâcher prise et se dire si c'est l'ère dans laquelle nous rentrons, au fond, tout le monde va attendre de moi que je partage plus souvent que de coutume mes doutes et mon questionnement. Donc je l'amène plutôt comme une question que j'ai. Pourquoi ça ne donne pas l'impression que ça se passe plus comme ça ? Les signaux ne me donnent pas l'impression que ça se passe. D'un côté, on a l'impression que ce partage du questionnement du doute n'augmente pas, parce que les parties prenantes ne semblent pas plus sollicitées, au fond. Et en même temps, on sent qu'on n'a pas trouvé les clés d'adresser ce qui semble une tension de stress managérial accru par l'incertitude sur les décisionnaires. Voilà. Donc j'ai envie de faire un peu ce constat. Ça m'interpelle et je pense qu'on est sans doute tous au service sans doute de ce nœud-là à travailler. Et qu'est-ce que, dans tous nos métiers, dans toutes les disciplines, peut-être il y a de quoi faire, je pense, tant sur l'aspect coaching, manager, que de permettre de créer les moments de partage collectif, de doute et de questionnement. Et je pense que je pense qu'Innovacteur est aussi au service de passer un cap dans ce domaine. Et donc la question ouverte à grande échelle aux parties prenantes impliquées dès le départ, c'est fondamental. Voilà, et un aspect en effet de ça, c'est de se dire, alors là je change un peu de point d'ancrage, j'étais sur le côté environnement, incertitude, maintenant je prends l'ancrage de l'engagement. C'est-à-dire, ce qui vient dans la raison d'être d'Innovacteur et dans le thème d'aujourd'hui, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action collectif, en collectif. Et là, je me dis aussi, parce je pense à peu près tous cette idée, que pour faire passer à l'action collectivement, un des éléments qu'il faut avoir, c'est de partager en amont. C'est-à-dire, on a sans doute, peut-être est-ce un biais cognitif, maintenant on sort un peu schizo de tout ça, tout ce qu'on pense, c'est peut-être un biais, mais j'assume un peu éventuellement, même si ça l'est, puisqu'à un moment donné, notre animateur nous disait soyez serein, à la limite il y a des biais qui peuvent servir en fait, mais je préfère garder l'idée de me dire que le plus j'associe en amont mes parties prenantes, le plus j'ai à y gagner en passage à l'action rapide, puissant et collectif et impactant. Et là aussi, j'ai envie de me dire, tiens, je ne vois pas encore autour de nous, et encore nous on est au cœur de cet enjeu-là, l'augmentation du nombre de sujets et du nombre d'occasions sur lesquelles les parties prenantes sont sollicitées très en amont. C'est-à-dire ce côté fréquence qui augmente, où on sent que, nous par exemple, les objets qu'on manipule, j'ai envie de dire managériaux, quand on implique des parties prenantes, c'est le plan stratégique. Bon, le plan stratégique, par vocation, il est tous les 3 ou 5 ans. Il y a eu la loi Pacte sur la raison d'être. Donc vous voyez, c'est des objets qui passent un peu, qui sont rares, qui sont très hauts dans la pyramide des enjeux. Mais je me dis, là, on devrait avoir, et là encore, est-ce que ça ne fait pas le lien avec ce que j'ai dit au début, ce côté un peu contre-intuitif de dire, mais normalement, non, là, les parties prenantes, plus souvent, sur un plus grand nombre de sujets, et les méthodes sont là, les outils sont là, on a progressé technologiquement, méthodologiquement, donc c'est pas ça la contrainte, c'est plus ça la contrainte. Donc je m'interroge aussi sur le fait que, voilà, j'aimerais sentir qu'on rentre aussi dans une ère de sollicitation plus fréquente sur un plus large nombre de sujets des parties prenantes et très en amont des problématiques. Merci. Merci Martin. Alors évidemment, les salariés, les personnes, les organisations, tout ça finalement n'est qu'un ensemble. L'ensemble se parle. Alors peut-être Fanny, un regard de l'anthropologue sur évidemment les défis et la coopération qui s'imposent à nous, mais également peut-être sur l'apport de l'IA, ou est-ce que l'IA est de nature à modifier nos schémas de coopération ? Bonjour à tous. Donc, comme toute bonne anthropologue qui se respecte, je vais faire quelque chose. Je vais être scientifique pour essayer de faire un détour et pour pouvoir vous apporter des briques de réflexion par rapport au sujet. Donc, si on reprend l'intitulé de notre table ronde, relever le défi de la coopération pour imaginer des futurs désirables, on a 2 concepts clés, celui de la coopération et celui des futurs désirables. La coopération, d'un point de vue anthropologique, c'est l'essence même de l'expansion de notre espèce, parce que si on ne coopère pas, on ne survit pas. Et la coopération va de pair avec une autre notion qui est celle de la confiance. Et ce qui est intéressant avec cette tension entre coopération et confiance, c'est que les organisations entrent dans le jeu dès à présent.
Parce que si des individus qui ne se connaissent pas par lien d'interconnaissance directe arrivent à coopérer ensemble, c'est qu'ils vont faire confiance à des entités irréelles qui permettent d'organiser le réel, que ce soit les religions, les États ou les entreprises. Et dans toute l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu des évolutions ou des révolutions sociétales ou technologiques, eh ben, il faut re-questionner cette notion de confiance et se dire comment des outils, des manières de faire vont permettre d'adapter et de continuer à faire vivre cette coopération pour assurer la confiance. Je suis spécialiste de l'interaction homme-machine et surtout de l'évolution de nos modes de vie. On s'intéresse à un certain nombre d'objets, de services et de dispositifs pour essayer de comprendre comment ce couple un petit peu meilleur et demi, coopération et confiance, évolue. Donc si on s'intéresse à la démocratisation de l'IA générative dans les organisations, dont on parle depuis maintenant un petit peu plus d'1 an avec l'arrivée de ChatGPT, eh ben, faut percevoir ChatGPT comme une innovation. D'un point de vue anthropologique, une innovation, c'est un processus non linéaire qui suit 3 étapes. Celle de l'invention, qu'elle soit technique, de procédé, marketing, sociétal, là, elle est technologique. Celui de la diffusion, donc comment cette invention va ou non trouver sa place dans la société et là plus spécifiquement dans les organisations. Et enfin, la phase de réception, lorsque cette invention a trouvé du sens et s'intègre dans les pratiques des individus, là, elle devient une innovation. Toutes les études que l'on mène maintenant depuis 1 an et demi autour de cette intégration, de cette place de l'IA, elle est éminemment paradoxale et elle va être diverse. En fonction des organisations que l'on a pu rencontrer, on s'est rendu compte qu'il y avait des degrés d'incarnation qui étaient différents. C'est-à-dire comment on va donner une place ou non à cette IA qui est souvent perçue un petit peu comme magique. Certains vont le voir comme un assistant décisionnel ou un assistant du quotidien pour gagner en productivité, pour gagner en efficacité, monter en expertise et réduire les tâches rébarbatives. D'autres vont le voir comme un doudou digital où si on a un petit peu peur d'écrire, si on sait qu'on a certaines lacunes, eh ben on va pouvoir s'en servir pour se rassurer. Et lorsqu'on va avoir des politiques et des chartes plus claires dans les organisations, cette IA va être perçue soit comme un agrégateur de contenu, on va venir via des API le connecter à d'autres interfaces et à d'autres ressources qui existent déjà, ou même presque des coachs personnalisés lorsque l'on va créer sa propre interface qui va être un dialogue un petit peu différent entre les membres d'une équipe et de manière plus générale d'une organisation. Donc ce degré d'incarnation est déjà un premier niveau pour expliquer la place de ces IA. Si on revient à ce fameux processus de diffusion d'une innovation, on se rend compte qu'en fonction du choix d'incarnation que l'on va prendre, on va avoir plein de contraintes qui vont venir complexifier en quelque sorte son adoption et du coup venir potentiellement mettre à mal cette notion de coopération. On a des contraintes d'ordre matériel. Est-ce que les individus sont équipés? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils comprennent comment s'en servir? Est-ce que ça s'intègre ou non de manière simple et cohérente avec l'ensemble des autres outils et pratiques professionnelles? Ensuite, on a les contraintes d'ordre psychosocial. Est-ce que l'individu n'a pas trop peur de se faire remplacer par la machine? Est-ce que la place du manager, on va dire toutes les logiques de décision peuvent être maintenues par rapport à l'intégration de ces nouveaux outils? Et enfin, on a les contraintes symboliques. Quel imaginaire ça renvoie? On va avoir la peur du changement, on va avoir un principe de précaution qui va venir complexifier tout ça. Donc on va avoir, à travers ces 4 incarnations, plein de situations qui vont être différentes. Et si on dézoome, pour terminer, sur les futurs souhaitables, c'est de se dire, on est sur une nouvelle évolution, plutôt que révolution anthropologique, d'un nouvel outil qui va venir questionner cette notion de confiance et de coopération. Mais pour que ces futurs soient vraiment désirables, il faut avoir une lecture relativement pragmatique de ce que l'on peut faire. L'IA ne doit pas remplacer l'humain, par exemple, mais doit venir un moyen d'accompagner sa progression et l'évolution des savoir-faire dans l'organisation. Et puis, d'un point de vue aussi très pragmatique, d'un point de vue écologique et du point de vue de l'accès aux ressources et aux matières premières, eh ben, on ne pourra pas avoir un monde où l'IA sera omniprésente et omnisciente. Donc l'une des idées pour assurer la continuité de la coopération dans les organisations à l'ère de l'IA générative, c'est de se dire on va collectivement quelles sont les tâches, les moments, les endroits où l'IA générative a du sens, quels sont les autres outils dont on peut se passer à l'inverse et à quels endroits on accepte de ne pas avoir du tout
de technologie pour assurer du lien social et faire vivre cette coopération. Merci Fanny. Alors, quand on parle de coopération des futurs désirables, on parle évidemment de coopération pour des transformations à long terme et des transformations qui sont potentiellement structurantes. Hélène, tu as accompagné beaucoup de transformations dans des entreprises à grande échelle. Justement, comment tu vas nous partager comment ça se vit, comment ça se conduit, et quel est l'arbitrage entre peut-être la pression de performance du court terme et l'enjeu du futur désirable qui a une vocation plus long terme? Alors, je pense que la crise sanitaire a changé beaucoup les choses en entreprise là-dessus, parce que autant on était très orienté performance avant, je pense qu'avec la crise sanitaire, on a beaucoup été sur la résilience, c'est-à-dire sur le fait qu'on a une entreprise qui va tenir, qui va être robuste. La robustesse, quelque part, a supplanté l'exigence de performance court terme. Et pour arriver en fait à avoir cette pérennité dans la performance et dans la réussite et dans les facteurs clés de succès, l'entreprise a dû activer un certain nombre de leviers. Et alors, j'ai peut-être une vision avec un biais cognitif et un peu biaisé par rapport à Martin, parce que nous, on travaille beaucoup justement sur l'engagement des parties prenantes et sur la sollicitation des parties prenantes. On est quasiment dans 100% des missions sollicitées sur ces sujets-là. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus cette prise de conscience que tout seul, on n'y arrive pas et qu'on a en plus une visibilité d'une entreprise élargie. C'est-à-dire une entreprise élargie non pas seulement aux collaborateurs, mais déjà aux externes, à ceux qu'on veut recruter, aux talents qu'on va chercher à l'extérieur. Et en plus, avec la poussée des réseaux sociaux, la com interne et la com externe, c'est la même chose. Hein, ça, c'est complètement mélangé. Élargi aux fournisseurs, puisqu'on est de plus en plus... On a vu la fragilité des systèmes d'acheminement au moment de la crise Covid. Donc, on sait que maintenant, il faut qu'on aille de bout en bout avec une réglementation qui pousse vers ça, hein, puisqu'on est responsable pénalement aussi sur des défauts de nos fournisseurs. Et puis, bien sûr, orienté client, ça, je pense que ça faisait longtemps qu'on l'était. Orienté partenaire, parce qu'on va chercher de l'innovation dans un environnement de plus en plus fragile, hein, avec le nouveau mot banni, hein, qui a remplacé le mot VUCA, où on a beaucoup plus la fragilité qui émerge, l'anxiété, et donc une vraie angoisse par rapport à ça. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout ça qui est en train d'émerger. Et je rebondis aussi sur l'idée de débat dans l'entreprise et de transparence. Moi, je pense aussi qu'il y a une vraie prise de conscience de la transparence parce que justement, on est dans un environnement incertain, parce qu'il faut dire sans se dédire. Donc, pour être capable de dire sans se dédire, il faut aussi communiquer sur ses fragilités. Il faut aussi dire, voilà, ça on sait, ça on ne sait pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui chez nos clients sur l'intangible. Qu'est-ce qui ne bouge pas? C'est quoi le système de valeurs? Et là, je rebondis sur le terme que tu as utilisé, Fanny, sur la confiance. Dans la confiance, étymologiquement, ça vient aussi du mot de la croyance, c'est-à-dire on se fie avec, on croit en quelque chose. Et là, je rebondis alors peut-être au risque de parler devant une anthropologue certifiée, mais sur le livre d'Harari qui avait quand même pas mal révolutionné les idées de coopération, où lui disait qu'en dessous de 150 personnes, on peut fonctionner, mais au-dessus de 150, on a besoin d'une croyance. Et c'est ça qui fait que Homo sapiens a supplanté, a gagné contre la bataille contre l'homme de Néandertal, parce qu'il y avait cette croyance, parce qu'il y avait ces fondamentaux, ils ont réussi à coopérer et à avoir justement une efficacité collective et à chasser mieux, etc. Et tu évoquais tout à l'heure le terme de robustesse qui est souvent utilisé et qui fait justement aussi référence à l'équilibre du vivant, d'une manière générale. Olivier nous parlait ce matin de Key Potential Indicator plutôt que Key Performance Indicator. Est-ce que finalement, est-ce qu'au-delà des mots, il y a des vraies traductions de changements dans la façon de manager et de conduire cette coopération? Je pense que de plus en plus, déjà, il y a des modes de management beaucoup plus transversaux. Encore une fois, il y a une maturité qui est très hétérogène, hein, d'une boîte à l'autre. Hein, donc, on n'a pas forcément la même chose partout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de management transversal
ou d'initiatives locales, notamment dans la bataille siège, métier, on va vers les gens qui font, et donc on va vers le territoire. On a travaillé très récemment sur des entreprises très réparties géographiquement, comme Radio France ou comme France 3. On voit que maintenant, c'est plus contesté le fait de dire qu'il faut se rapprocher des territoires et que c'est eux qui savent. Et on est un peu sur le modèle de l'armée prussienne, qui est ce qui compte, c'est celui qui fait, c'est pas celui qui est en haut. Et on commence à avoir cette logique-là. Il y a quelques années, on disait ça, on était un peu des gourous qui rêvaient d'entreprises libérées, avec des gens complètement en liberté, sans aucune règle. Non, on sait que plus on favorise l'initiative, plus il faut avoir des fondamentaux solides, et plus il faut avoir des valeurs partagées, et que c'est ces valeurs-là qui font que, après, le collectif, qui semble désordonné, mais qui en fait est le fruit de l'initiative, fonctionne parce qu'on a cet intangible. Et on a aussi cet intangible et le fait que les gens savent bien ce qu'ils font. Tous les travaux qu'on peut faire en ce moment sur tout ce qui est répartition des rôles et responsabilités, savoir qui fait quoi, etc., c'est essentiel pour travailler en collectif avec beaucoup d'initiatives et beaucoup de liberté. Et donc j'imagine que tu plus sois cette question, ce sujet de c'est celui qui fait. C'est une bonne nouvelle et merci pour ça si vous voyez vraiment les lignes bouger. J'ai une question, pardon, du coup je prends ton rôle. Est-ce que vous le constatez autant dans le privé que dans le public? Chez Innovacteur, on a beaucoup d'adhérents des services publics aujourd'hui, et parce qu'on sent bien que aussi peut-être parce que c'est la première et la principale possibilité pour ces organismes-là d'aller chercher l'intelligence et la coopération auprès des collaborateurs qui, de toute façon, des agents qui sont là. Mais on sent qu'il y a quand même peut-être aujourd'hui presque un décalage à l'inverse d'il y a quelques années où c'est surtout les services publics qui semblent occuper ce terrain de la coopération au sens le plus large et avec l'ensemble des agents, et peut-être moins le privé ou l'industrie, mais c'est peut-être complètement faux, comme je sais pas. Alors il y a quand même une aide sur le plan réglementaire qui va nous aider dans le privé. C'est tout ce qui est CRDS, tout ce qui est l'obligation des rapports de vigilance, la suite de ce qu'on appelait avant la DPEF, tout ce qui est reporting extra-financier en fait, si on n'utilise pas trop de jargon, et qui en fait a vraiment met une vraie pression sur les entreprises, avec une bascule en fait de la responsabilité de l'État, voire de la parentalité, vers l'entreprise. C'est-à-dire que là encore, je trouve que la crise Covid a fait bouger les lignes, parce que pendant la crise Covid, on s'est interrogé de savoir si les collaborateurs allaient bien, s'ils n'étaient pas en dépression. On a demandé aux managers de leur poser des questions comme ça. L'entreprise a pris un rôle qui n'est quand même qui est un peu excessif, on va dire. Et je trouve que cette ligne, il en est resté quelque chose. Et on demande aux entreprises d'éduquer leurs collaborateurs sur la transition énergétique, sur les échéances de 2030-2050. Enfin, c'est le relais de l'école, quoi. On a vraiment une prise d'espace des entreprises dans le monde public et dans le monde sociétal. Et d'ailleurs, un engagement avec les entreprises à mission. Bon, nous, on est entreprises à mission, mais on sent qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont aller vers ça, parce que ce sera un discriminant au recrutement. Ce sera une attractivité supplémentaire pour les jeunes générations. Et si je vous interrogeais sur chacun de vous par rapport à cette question ou ce sujet qui est posé, quel serait un élément de best practice que vous que vous avez pu voir fonctionner sur justement la coopération efficace, résiliente pour le futur souhaitable? Est-ce qu'il y a des... Enfin, il y en a plein, bien sûr, mais nous, chez Bluenove, quand on fait des démarches d'intelligence collective, il y en a un ensemble de meilleures pratiques. On ne dit jamais qu'il y a une seule et même démarche qui a fonctionné partout, qu'on duplique. C'est chaque fois quelques partis pris, je vais dire, d'approche, quand on veut co-construire une raison d'être ou un schéma de valeur en impliquant tous les collaborateurs. Je pense qu'en fait, il y a déjà de donner les règles du jeu. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un respect adulte à faire avec les parties prenantes en disant, écoutez, voilà comment ça va se passer, il y a un calendrier, on va vous poser des questions pendant un mois, on va revenir vers vous, on va partager la synthèse, ensuite on va faire ci, on va faire ça. Donc je pense voilà, il y a une meilleure pratique qui dit juste, pour éviter le syndrome que nous, dans l'intelligence collective ou l'innovation participative, on a tous entendu, je pense, quelque part, c'est j'ai donné mon idée, je ne sais pas ce qu'elle est devenue.
Et donc, ce truc-là, il est assez simplement adressable, je pense, et en donnant un calendrier d'étapes et en communiquant comment ça va se passer. Ça ne veut pas dire qu'on garantit des solutions, qu'on garantit qu'on va associer complètement à la décision, mais ça donne... et un deuxième que je pourrais donner, après je laisse la parole, c'est ce point-là enfin, deux autres, c'est la transparence. Je rebondis sur l'enjeu de la transparence. Alors, à quel moment? C'est que quand on a capté toutes ces contributions des parties prenantes, qu'on a interrogées, interviewées, etc., il y a ce temps qui n'est pas anodin, qui n'est pas encore celui de la décision, du partage de ce qu'on a collecté. Et je pense qu'il est sous-estimé en valeur. C'est-à-dire, voilà ce que vous avez dit. Alors, sorte de point d'étape intermédiaire. Effet miroir, le repartager. Oui, c'est-à-dire que et là aussi, c'est intéressant pour les plus curieux. Peut-être tout le monde ne va pas venir voir, mais donner ce temps intermédiaire de on a collecté tout ça, voilà tout ce que vous avez dit. Et ensuite viendra le temps de la décision. Et enfin, je finirai par un troisième, peut-être meilleure pratique, mais qui reste un combat, je pense, pour nos clients. C'est maintenir l'attention pour que le temps de la décision ne tarde pas trop suite à une mobilisation. Voilà, qui est de dire on ne va pas décider dans 6 mois, sachant qu'on a mobilisé. Donc comment on garde ce calendrier aussi serré que possible, du temps de mobilisation, de contribution, d'analyse, de synthèse et de décision. Et donc de maintenir le mouvement. Oui. Ok. Fanny, est-ce qu'il y a quelques éléments qui... Alors, par rapport justement aux démarches d'innovation et à la coopération, quand j'ai accompagné des industriels ou même des acteurs du secteur public, les projets que j'ai trouvés les plus ambitieux et qui étaient le plus portés par les équipes étaient les projets qui étaient les plus bouleversants au début, parce qu'on faisait perdre les repères, parce qu'on mettait en place de nouveaux outils, de nouvelles méthodologies, et surtout qu'on mettait autour de la table des acteurs très différents, et notamment des acteurs qui sont contre soit l'innovation, soit les organisations, soit le secteur d'activité ou l'objet ou le produit, pour lesquels on les amène, notamment des militants ou même des résistants. On peut dire, et finalement, quand on met tout le monde autour de la table, on se rend compte qu'il y a plus de choses qui nous unissent, qui nous désunissent, parce que les organisations, c'est que des gens qui vivent dans la même société que ceux qui ne veulent pas en faire partie. Et objectivement, le fait de ce qu'on appelle le caractère bouleversifiant en anthropologie d'un début de projet en innovation et des profils très hétéroclites et dérangeants au début conduisent au final à avoir des projets qui amènent pour le coup des futurs souhaitables et qui n'étaient pas du tout prédictibles en début de projet. Donc s'autoriser des affrontements positifs. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres points qui te viendraient ? Oui, c'est vraiment pour compléter, parce que je pense que l'essentiel a été dit, mais c'est j'insiste un peu comme ce qui a été dit tout à l'heure par Martin, c'est vraiment l'implication en amont de toutes les parties prenantes. Je me souviens quand on avait travaillé à la Société Générale sur un projet de déménagement de la Défense à Val-de-Fontenay, donc un projet pas très glamour. Et en fait, la Direction Générale a voulu en faire un vrai projet d'entreprise avec l'innovation au cœur et la coopération au cœur de ce projet. Et ils ont créé des salles. C'est aussi important de matérialiser en fait toutes ces croyances, toutes ces valeurs, etc. Ils ont matérialisé des salles où ils avaient l'intention, et ils l'ont fait d'ailleurs, de mettre en fait dans la même salle tous les métiers, donc l'informatique, les process, le retail, la conformité, les risques, etc., en amont sur chaque lancement de service bancaire et très très en amont, de manière à ce que chacun donne sa voix au chapitre. Donc là, on était sur quelque chose de très concret, mais qui a très bien marché, parce que derrière, on n'est pas sur un service qu'on lance et puis en fait qui n'est pas conforme, etc. Donc là aussi, une part d'oser faire différemment pour provoquer justement des réactions en chaîne peut-être, oui. Peut-être pas toutes prévisibles, mais en tous les cas qui vont être un produit pour pouvoir construire un futur. Exactement, avec des éléments de langage à partager. Là, le langage est important pour pouvoir communiquer entre l'informatique et le marketing, par exemple. Le langage, et donc peut-être, dernier élément sur la communication pour Fabienne. Oui, je ne sais pas si ça va être sur la communication. En tout cas, une best practice qui est une histoire qui m'est arrivée et qui concerne comment faire pour ancrer dans le temps des démarches de participatives, de coopération. C'est l'histoire d'une opération d'innovation participative que j'ai menée
dans une mutuelle d'assurance il y a une quinzaine d'années. Et le directeur général, lui, était déjà en position de vulnérabilité. Donc j'avais ça pour moi, c'est-à-dire qu'il a dit, là j'ai une question, on n'arrive pas à la résoudre, ça fait des années qu'on tourne autour. Et donc on était là au bon moment et on lui a dit, et si on demandait aux 6000 cerveaux de l'entreprise, 3500, pardon, plutôt que de demander juste au COMEX. Il a dit OK, chiche, on y va. Donc voilà, l'opération s'est déroulée et son directeur adjoint, il ne voulait pas du tout. En fait, il l'avait pas dit, mais il avait très peur. Je ne sais pas qu'il y ait la révolution parce qu'on demande aux commerciaux leurs idées pour résoudre le problème qu'ils avaient au niveau du COMEX. Et puis donc, comme le DG était d'accord, il a été obligé d'accepter. Il a laissé faire. Il est allé dans les jurys pour choisir les idées, tout ça. Il disait rien dans son coin. Et puis l'opération s'est bien passée. Tout le monde était vraiment content des idées qui étaient sorties, deux premières solutions qui sont pour certaines passées en mode opérationnel, qui ont été déployées dans l'entreprise. Et en fait, la best practice, c'est soi-même d'aller oser demander aux réfractaires, et donc en l'occurrence à ce directeur adjoint au DG, alors cette opération d'innovation participative. Et il m'a répondu avec un sourire, mais en fait c'est sans danger. Voilà. Et ayant dit ça, il a adoubé. En fait, il a accepté l'opération, et à partir de là, on a commencé à réfléchir à mettre en place les choses de manière pérenne. On l'avait avec nous. Il n'a pas dit c'est génial, il a dit c'est sans danger, mais ça veut dire qu'il a accepté de dire qu'il avait eu peur, bien qu'il ne l'ait pas dit. Voilà, donc c'est quelque chose que je trouve important dans ces moments-là aussi. C'est un cocktail de fin de remise des prix, il y a des choses comme ça, où il se passe ces moments un peu où, clac, tout d'un coup, on a un décideur avec soi pour continuer d'avancer sur ce à quoi on croit, qui est la coopération de l'ensemble des collaborateurs d'entreprise. J'y reviens. Merci. Et ça me fait penser à la question, rebondir à la question que tu as proposée et que l'on se pose ce matin, qui était et toi, qu'est-ce que tu ne sais pas ouais, voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne sais pas faire? Tu demandes de l'aide. Eh bien, tu demandes de l'aide. Voilà. C'est ton propos. Voilà. Donc, coopérer, ça part aussi par ça, comme point de départ. Je suis désolé, je crois qu'on est arrivé sur le temps imparti. Peut-être des questions, peut-être pour la salle. C'est toujours la première qui sera la plus délicate, peut-être. Pendant que la question se pose, moi je me permets, il y a un autre champ aussi qui me gratte bien, et suite à la liste des parties prenantes que vous avez donnée, Catherine, c'est quand on prend l'ancrage des transitions écologiques, environnementales, sociétales, enfin tous les sujets RSE, il y a quelques plafonds de verre, je trouve, dont il va falloir qu'on aide à ce qu'ils soient passés par des coalitions, et notamment des coalitions qui peuvent aller jusqu'à provoquer des coalitions entre concurrents. Moi, mon vécu d'avoir travaillé sur des sujets de baisser le packaging pour un éco-organisme comme Citeo, etc., je me suis créé une petite conviction de les sociétés ne vont pas y arriver toutes seules à passer certains caps de changement de comportement d'usage des clients, etc. Et donc, dans le terme coopération, je pense qu'Innovacteur, je crois, va tenter de le faire. C'est qu'il n'y a pas que les collaborateurs, les clients, il faut aussi penser partie prenante improbable, j'allais dire. Et je pense que certains caps vont être réussis que si on ose aller envisager des coopérations qu'on n'avait jamais envisagées avant. Voilà. Et d'ailleurs, on en a vu, pendant la crise Covid, on a vu un nombre important de coopérations improbables, surprenantes, dont on pensait qu'elles créeraient un précédent, mais finalement, l'élastique est parfois revenu au centre. Merci. Voilà.